Alors merci de nous rejoindre et de prendre ce temps précieux avec nous. Clémence, accéder à ces droits, les droits, je rajouterais presque fondamentaux, de tout ce que j'ai entendu cet après-midi, souvent c'est un parcours digne, j'insiste sur le terme digne, du citoyen, et je rajouterais combattant. Voilà, si vous voulez, je leur dis. Accéder à ces droits, un parcours digne du citoyen combattant. C'est ce qui ressort. Hein. Voilà. En termes de synthèse, je ne peux pas faire mieux pour l'instant. Alors, Clémence, on a la chance de vous avoir. Moi, j'aurais aimé peut-être qu'on précise un peu qui vous êtes. Quel est ce rôle qui est le vôtre? Vous êtes défenseur, des droits. Quelles sont vos missions? Quand est-ce qu'on peut venir vous saisir? On a énormément d'associations qui sont autour de cette agora. Et pas être sur scène, c'était volontaire aussi. Voilà, quand est-ce qu'on peut vous saisir? Mais avant ça, qui êtes-vous? Oui, bonjour. Déjà, merci en tout cas de m'accueillir parce que la question d'aujourd'hui, qui est sur l'accès aux droits, en fait, est au cœur de notre mission du défenseur des droits et la condition, en fait, les modalités d'accès aux droits sont la condition sine qua non de l'effectivité, c'est-à-dire de la réalité des droits, pour pas simplement être sur des droits formels, déclaratifs, mais pour être sur des droits réels qui viennent trouver écho véritablement dans le quotidien des personnes. L'effectivité, puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec Isabelle Allais, l'effectivité, c'est-à-dire? L'effectivité, c'est de se dire qu'en fait, en France, on a tout un arsenal législatif, réglementaire, qui viennent en fait protéger les droits. On a également les conventions internationales, mais en fait, il ne suffit pas d'avoir signé une convention, il ne suffit pas d'avoir une loi qui est proclamée pour qu'elle soit mise en œuvre en fait dans le respect réel des personnes et qu'elle trouve une effectivité. C'est véritablement en fait un écho, un ancrage, qu'elle s'incarne en fait dans la vie des personnes pour permettre le respect des droits. Et ces droits, ils peuvent être très divers. Hein. C'est à la fois l'éducation, le travail, le logement, la santé. Donc voilà, des choses très très concrètes pour la vie des personnes. Il n'y a pas de limite. On a des citoyens qui ont des devoirs et on a des citoyens qui ont des droits. Alors il n'y a pas de limite et ça c'est important de se redire, vous en parliez tout à l'heure, on a parlé aussi dans notre atelier là, numéro 3. En fait, les droits fondamentaux dont je parle, et les droits fondamentaux, ils sont inconditionnels. Et du coup, ils doivent être décorrélés de la question des devoirs. Alors, ça ne veut bien évidemment pas dire qu'il ne faut pas travailler la question des devoirs, mais en fait, ce travail sur les devoirs doit être fait dans un autre espace. Il faut pouvoir penser en fait le respect des droits fondamentaux, décorrélés des devoirs. Et je le dis parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est quand même dans une actualité des discours, dans une actualité même législative en fait, qui appelle toute notre vigilance au niveau du défenseur des droits. Pour vous prendre des exemples récents que je pense tout le monde connaît ici, la récente loi relative à l'immigration, alors qu'a été mis un certain nombre de dispositions n'ont pas été validées par le Conseil constitutionnel, venait potentiellement conditionner un certain nombre de droits des personnes étrangères à des droits les plus fondamentaux, par exemple comme l'accès aux soins. De la même manière, nous, aux défenseurs des droits, on est extrêmement vigilants sur la réforme législatif récent plein emploi qui vient conditionner le RSA en fait au respect en fait d'un certain nombre d'heures de travail et qui vient du coup potentiellement, bien sûr les textes de loi prévoient que ça devra quand même être proportionné au regard de la situation et de la vulnérabilité des personnes, mais c'est vrai qu'on sera vraiment vigilant sur la mise en œuvre parce que potentiellement en fait ça porte une atteinte majeure au droit à un revenu de subsistance qui fait complètement écho en fait au droit à la dignité des personnes. On sent qu'il y a un allant effectivement vers ça quand même. La conditionnalité des droits, c'est un risque énorme. Oui, c'est un risque énorme et c'est vrai qu'on sent à l'heure actuelle, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de notre pays, on sent de plus en plus un glissement de ce paradigme-là avec des dispositions qui viennent porter atteinte justement au caractère inconditionnel des droits fondamentaux et contractualiser en quelque sorte en fait le respect de ces droits fondamentaux par rapport au respect d'un certain nombre d'obligations. De la même manière, on y reviendra tout à l'heure, et puis après je vais peut-être quand même vous présenter qui c'est le défenseur des droits. Peut-être, moi je sais, mais c'est pas forcément. De la même manière, on pourra y revenir tout à l'heure, et c'est des choses aussi qu'on a abordées dans l'atelier numéro 3 sur les services publics. De plus en plus, on observe
un glissement de paradigme où finalement on fait porter les coûts et les charges qui incombent à l'État dans la mise en œuvre des services publics et de ces principes qui sont continuité, égalité, adaptabilité sur les personnes usagères. C'est aux personnes usagères de se former, de s'équiper, de trouver des solutions en fait par rapport à la complexité des situations. Et ça aussi, ça porte atteinte aux droits fondamentaux parce que les services publics, pour partie en fait, sont des organes très très importants dans le respect de certains droits fondamentaux des personnes. Vous avez participé aux ateliers, parce que j'ai dans les conclusions des ateliers, il y a des choses qui sont ressorties, effectivement. Alors, justement, le défenseur des droits, son rôle. Oui, alors, le défenseur des droits, c'est ce qu'on appelle en fait une autorité administrative indépendante. Donc on est une administration, mais qui n'est pas rattachée à un ministère de tutelle, on ne reçoit pas d'instructions de la part du gouvernement, et notre mission est définie dans une loi organique constitutionnelle, donc on est inscrit dans la Constitution, donc on ne peut pas nous supprimer comme ça, et nos missions, c'est la protection des droits et libertés de l'ensemble des personnes qui résident sur le territoire français. Et je dis bien l'ensemble des personnes qui résident sur le territoire français parce qu'on n'a pas, enfin les personnes qui nous saisissent en fait n'ont pas, il n'y a pas de condition de citoyenneté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des enfants de moins de 18 ans peuvent nous saisir. Ça veut dire que des personnes étrangères, y compris en situation irrégulière, peuvent nous saisir et que nous, voilà, on veillera au respect de leur liberté et de leurs droits. Alors on a 5 grands champs de compétences. Qui sont alors très majoritairement tous les litiges qui peuvent émerger entre les personnes usagères et les services publics. Alors en gros, c'est 90% en fait de nos situations. Et c'est important de dire que nous, on n'ouvre pas de droit. Donc c'est là qu'on s'inscrit en complémentarité avec les associations, avec les services sociaux. Nous, on intervient à partir du moment où la personne a fait une démarche. Et puis, qu'il y a une insatisfaction par rapport à cette démarche. Quand je dis insatisfaction, c'est large. Hein. Ça peut être une absence de réponse, des pièces supplémentaires qui sont demandées pour lesquelles la personne ne comprend pas pourquoi elles lui sont demandées. Ça peut être aussi, bien évidemment, une réponse qui ne la satisfait pas sur le fond. Notre deuxième champ de compétences, c'est les droits des enfants. Donc on est là pour protéger l'intérêt supérieur des enfants, donc dans toutes leurs dimensions. Donc on est saisi à la fois de situations qui relèvent de la protection de l'enfance, on est saisi à la fois des questions d'éducation, de scolarisation, de problèmes de santé, des enfants en situation de handicap. Voilà, c'est vraiment extrêmement large. Notre troisième champ de compétence, c'est la lutte contre les discriminations. Et je pense qu'on y reviendra peut-être, parce que quand on parle d'accès aux droits, quand on parle de respect des droits fondamentaux, on parle aussi d'égalité des droits, sans discrimination. Ça, c'est notre troisième champ de compétences. Et notre quatrième champ de compétences, ça va être tous les manquements éventuels à la déontologie des forces de sécurité, qu'elles soient publiques ou privées. Alors, vous disiez, il y a un prérequis que vous posez. J'espère que je vais le dire une fois, mais sinon, n'hésitez pas à reformuler. C'est le principe de l'égalité des droits en réponse à la vulnérabilité des citoyens. Oui, peut-être juste avant de répondre sur le fond, quand même, juste pour terminer sur la présentation du défenseur des droits, vous dire aussi qu'on est une structure de proximité. Parce que du coup, on a des délégués bénévoles qui tiennent des permanences dans différentes structures de proximité un peu partout sur le territoire. À Nantes, on a une équipe de 6-7 délégués bénévoles qui interviennent dans différents lieux de permanence, à la maison de l'avocat, au point de justice de Rezé, dans les maisons de quartier, à la maison de la tranquillité publique. Donc voilà, je tenais à le dire parce que du coup, on se veut vraiment d'être une structure de proximité au-delà en fait de nos missions en fait de protection et de promotion des droits qui sont également connus par nos rapports, les recommandations de la défenseur des droits, les avis sur les projets de loi, etc. Et les associations d'ailleurs peuvent aussi vous saisir? Alors, les associations, elles peuvent avoir 2 rôles, c'est-à-dire qu'elles peuvent être facilitatrices par rapport à nos saisines, soit en nous orientant les personnes, soit pour les personnes qui sont un peu éloignées de leurs droits, éloignées de l'écrit, en fait, elles peuvent les aider à nous saisir. Nous, on s'assurera de la volonté de la personne pour nous saisir. Et effectivement, on peut aussi être saisi par des associations qui ont dans leur statut la lutte contre les discriminations ou les droits des enfants.
Alors je disais, le principe de l'égalité des droits en réponse à la vulnérabilité des citoyens, et donc de la société elle-même, c'est un principe ou un prérequis sur lequel vous êtes très très attaché. En d'autres termes, être considéré et traité de la même façon, c'est l'une des uniques voies de sortir de l'opinion, ou moi je rajouterais peut-être de la rumeur, mais il y a urgence en fait. On sent qu'on est vraiment à la frontière de quelque chose. Oui, alors c'est vrai de se rappeler en fait que l'égalité des droits, c'est la loi qui nous y oblige. En fait, on n'a pas à être d'accord ou pas d'accord avec l'égalité des droits. En fait, la loi, elle définit ce que c'est qu'une discrimination au niveau légal. C'est prévu par le code pénal. C'est un délit qui est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Et du coup, tout traitement différencié au regard d'un des critères de discrimination définis par la loi, en fait, est une infraction. C'est même un délit. Donc c'est important de se le redire, parce que c'est vrai qu'on est parfois en fait, dans des discours où j'ai l'impression que parfois ça devient un peu suspect de défendre l'égalité des droits, comme si on était des radicaux. Non, en fait, la loi, elle nous oblige là-dessus. Et ça, je pense qu'effectivement, en préalable et en postulat, c'est important de se le redire. Et après, pour en revenir en fait à notre question qui nous occupe aujourd'hui sur l'accès au droit, alors au regard en fait d'un certain nombre de choses sur lesquelles je pourrais revenir, on est à l'heure actuelle saisi au niveau du défenseur des droits par plein de types de personnes qui ont des difficultés dans l'accès à leurs droits. Parce que les procédures sont complexes, parce que la dématérialisation des procédures, parce que l'éloignement des services publics. Mais c'est vrai que quand on regarde en fait l'ensemble de ces lignes, on s'aperçoit en fait que cette situation, elle vient particulièrement toucher les personnes les plus vulnérables d'entre nous. Donc, les personnes les plus vulnérables d'entre nous, c'est qui ? Ça va être les personnes en situation de précarité, les personnes en situation de handicap, les personnes étrangères, les plus anciens, les plus jeunes. Donc c'est vrai qu'on a un certain nombre, en fait, les personnes avec les personnes malades. Donc c'est vrai que ces personnes-là, en fait, sont les plus impactées par le contexte actuel. Et l'autre chose importante, c'est qu'on voit qu'on a ce qu'on appelle, nous, une interconnexion des droits. C'est-à-dire que la réalisation, donc ça répond aussi à la question de l'efficience, la réalisation d'un droit va être intimement liée à la réalisation d'autres droits. Pour prendre un exemple, une famille qui ne voit pas son droit au logement ou à la santé respecté, eh ben, ça va avoir un impact sur l'ensemble de ses droits économiques et sociaux, insertion, formation, éducation, participation à la vie citoyenne. Et ça, c'est vraiment important que quand on a, et c'est ce qu'on observe, et je pense que c'est ce que chacune de la pièce observe aujourd'hui, quand on a une rupture d'un droit, ben, il y a un effet boule de neige, et c'est ce que nous disaient aussi les personnes concernées de ce matin, on a un effet boule de neige qui fait que c'est aussi tous les autres droits qui vont se trouver impactés par cette situation. On le voit notamment beaucoup pour les... Alors il y a énormément de situations, mais les enfants en situation de handicap, qu'on devrait donc du coup accompagner, qui ont voilà, par exemple pour l'accès à l'éducation, je crois que c'est aujourd'hui 1200 enfants pour qui on n'a pas de solution à l'échelle du territoire du 44 aujourd'hui. Voilà. Et donc ça veut dire quoi en cascade ? Ça veut dire souvent des mamans seules, qui arrêtent de travailler. Qui arrêtent de travailler pour s'occuper d'enfants voilà, qu'on ne peut pas laisser seuls. Ben voilà, Et c'est encore une fois une très bonne illustration du report de charges, des obligations en fait, qui incombent à l'État et là qui sont reportées sur les familles, par exemple des enfants en situation de handicap, puisque c'est ça que vous évoquez. Et pour en revenir à l'égalité des droits, nous au niveau du défenseur des droits, on était par exemple très heureux quand en 2016 a été intégré à la liste des critères de discrimination, donc où on retrouve le handicap, l'origine, l'âge, la perte d'autonomie, l'état de santé, le sexe, etc., a été intégré en fait le critère de la vulnérabilité économique qui vient en fait recouvrir la notion, je dirais, pour faire vite, de précarité sociale. Et ça, c'est vraiment pour nous quelque chose de très important. Alors,
Pour l'instant, on est au tout début, j'ai envie de dire, de l'appropriation de ce critère de vulnérabilité économique, que ce soit par les personnes elles-mêmes, leurs accompagnants, et aussi et surtout les pouvoirs publics et les professionnels du droit à tous les stades. Mais c'est quand même un critère que nous, on a commencé en fait à mobiliser dans différentes situations. Pour vous donner des exemples très concrets, on a mobilisé par exemple pour les enfants sur les questions de refus de cantine ou de repas humiliants qu'on a pu avoir dans certains endroits de France en fait, par rapport aux enfants dont les parents en fait n'avaient pas payé, avec des indus en fait de cantine. Bien évidemment, on l'a mobilisé aussi sur la question des freins au logement, du droit au logement opposable, sur la question des refus de soins qu'on a pour les personnes qui sont bénéficiaires de l'aide médicale d'État ou de la complémentaire santé solidaire. Et puis, on l'a aussi sollicité, et ça a été reconnu par les juges, dans une situation en fait de travailleurs maliens qui travaillaient dans le BTP, qui étaient en situation irrégulière et qui, du fait et de leur vulnérabilité économique et de leur origine, étaient assignés à des tâches les plus difficiles et les plus subalternes sans aucune évolution de carrière. Et ça, ce cas-là, il est également très important car il montre que bien souvent les critères de discrimination, ils se croisent avec d'autres critères de discrimination. Et que quand on est étranger en situation de maladie et en situation de vulnérabilité économique, et ben, on a plus de chances en fait de ne pas voir ses droits respectés de manière égale avec d'autres personnes. Et ça, c'est aussi très important dans la question de l'égalité des droits, en fait, de penser aussi le croisement et l'interaction qui se joue entre les différents critères de discrimination. Quelles sont peut-être justement, pour enchaîner, vos préconisations, vos recommandations, ou si on devait démarrer par un point de départ, pour lancer les débats qu'on va avoir juste après, quel serait-il pour justement favoriser l'accès aux droits, et notamment aux droits fondamentaux à l'ensemble des citoyens? Alors, du coup, je suis quand même obligée d'en choisir, parce que sinon ça serait trop long, on aurait pour tout le week-end. Donc, peut-être, et pour rester peut-être sur ce concept de vulnérabilité économique et d'accès aux droits pour les personnes les plus précaires d'entre nous, et parce que ça touche en fait à la question des prestations sociales, nous on a envie dans l'une de nos préconisations, c'est par exemple dans les relations avec les organismes publics, de pouvoir être dans une vision de la fraude, qui d'ailleurs est la définition de la fraude au niveau légal, qui soit en fait vraiment, où l'organisme public caractérise l'élément intentionnel pour permettre le droit à l'erreur des personnes et éviter en fait le blocage de leurs droits quand tout simplement les personnes n'ont pas voulu intentionnellement cacher les déclarations ou n'ont pas intentionnellement pas donné de documents, mais en fait c'est juste reconnaître en fait le droit à l'erreur. Je ne dis pas que ça ne l'est pas, ça l'est dans un certain nombre de situations par un certain nombre d'organismes publics, mais on a encore parfois des pratiques trop hétérogènes à ce niveau-là, et puis aussi de pouvoir vraiment faciliter le droit à l'information des personnes à tous les stades de la procédure et dans une langue facile à lire et à comprendre. Parce que c'est vrai que je pense qu'au niveau, et ça c'est... on est aussi une institution aux défenseurs des droits, donc je me mets dedans. En tant qu'administration, on a quand même toutes et toutes beaucoup de progrès à faire, et c'est vraiment extrêmement important pour permettre aux personnes d'agir en tant que sujet de droit par rapport aux différentes procédures. Donc ça, c'est plutôt sur l'axe prestations sociales, et après de manière plus large, et là ça fait écho en fait au groupe dans lequel j'étais, c'est bizarre, on m'a mis dans le groupe service public, je sais pas pourquoi. C'est vraiment le lien en fait des personnes usagères avec les services publics, et vraiment très très essentiel dans le respect des droits, d'un certain nombre de droits fondamentaux des personnes. Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où on a été dans une dématérialisation qui s'est fait à marche forcée. Ce qui ne veut pas dire que la dématérialisation c'est mal, mais juste la dématérialisation c'est bien à plein d'endroits,
Mais par contre, nous, ce qu'on préconise, en fait, c'est vraiment de maintenir ce qu'on appelle une offre multicanale, c'est-à-dire la possibilité de la dématérialisation, mais aussi la possibilité d'appel téléphonique, mais aussi la possibilité de rencontrer quelqu'un au guichet, en ayant ou pas, et ça c'est des choses qui croisent aussi nos recommandations et qui ont été partagées dans notre groupe, pris rendez-vous au préalable. Je confirme sans monter. Partie des petites choses que j'ai dans la liste des cours. C'est aussi pouvoir inclure les personnes concernées dans l'élaboration et l'évaluation en fait de ce qui est fait en cette matière-là, parce qu'en fait, les personnes qui ont peut-être le plus grand savoir expérientiel de ce dont elles ont besoin, c'est les personnes elles-mêmes. Et puis, bien évidemment, c'est la mise en place d'actions d'aller vers. Pour répondre justement au fait que c'est bien au service public de s'adapter et pas aux personnes de s'adapter. Et l'aller vers, c'était intéressant parce que, du coup, je vous prépare quand même un peu le travail. Dans le groupe numéro 3, on parlait à la fois de l'aller vers géographiquement les personnes et puis aussi de l'aller vers et de l'adaptabilité par rapport à la complexité des personnes. Quand on voit par exemple au niveau des sites du service public qu'encore à l'heure actuelle, en fait, il y a seulement 40% des sites de service public qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. On ne peut pas rester là-dessus. C'est une forte atteinte à l'accès aux droits des personnes et à l'égalité des droits. Effectivement. Merci beaucoup. Merci. On peut l'applaudir ça permet de prendre un petit peu de hauteur. Donc, Clémence Richard-Pareil, je rappelle que vous êtes défenseur des droits pour donc, les Pays de la Loire et la Bretagne. C'est bientôt tout ce secteur-là. Merci beaucoup. Vous restez un petit peu parmi nous encore, je crois, mais vous serez par là ou pas, voilà, parce que je sais que vous avez un emploi du temps voilà, qui est très contraint. Merci en tout cas. On peut encore vous applaudir et le temps.